On vous propose d'abord de commencer par une présentation du projet, de l'appel à projet, repasser avec vous l'ensemble des lignes directrices qui vous ont été proposées, puis de prendre au moins 30-45 minutes, on peut aller jusqu'à 11 heures pour des questions, sachant qu'on ne répond pas à des cas individuels, mais à des questions sur le contenu et la compréhension des lignes directrices du projet. Donc le projet Innovi, qui est un projet de 14,5 millions d'euros financé par l'Union européenne, a débuté en juillet 2019. Donc nous sommes maintenant à notre première année d'exécution. Il est mis en œuvre par Expertise France, qui est l'agence française technique d'expertise internationale. Donc nous sommes une agence française publique qui faisons partie du groupe Agence française de développement. Le projet est d'une durée de 5 ans, donc de 2019 à 2024. Nous travaillons avec 12 parties prenantes tunisiennes, incluant 6 ministères et 6 opérateurs publics, et autour de 2 objectifs qui sont le renforcement de l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat tunisien et la mise en place d'un cadre réglementaire propice à l'entrepreneuriat innovant et aux startups en Tunisie. Le projet s'articule donc autour de 3 composantes qui sont destinées à des cibles variées. La première composante dans laquelle se déroule ce deuxième appel à projet vise à renforcer l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation tunisien. Par écosystème, on entend l'ensemble des acteurs publics, privés qui interagissent au service du développement de l'entrepreneuriat, donc à savoir l'État, les ministères, les universités, les acteurs de la formation, les acteurs du financement et les entreprises elles-mêmes. Dans cette composante, nous avons déjà organisé un premier appel auquel peut-être certains d'entre vous ont répondu, qui est sorti en décembre de l'année dernière et qui est en train de s'achever. Nous allons annoncer les résultats dans les 2 ou 3 prochaines semaines. Les 2 autres composantes de ce programme visent le cadre réglementaire et la valorisation des actions de la Tunisie en faveur de l'entrepreneuriat innovant. Donc, à titre d'information, nous travaillons avec l'État tunisien sur la loi crowdfunding, sa mise en place et son opérationnalisation, sur le fonds ANAVA et sur le développement des nouvelles politiques publiques en faveur du cadre réglementaire pour les startups notamment. On travaille également sur la valorisation de l'écosystème au travers du financement événementiel, financement d'outils de communication pour la Tunisie à l'international. Je pourrais répondre à des questions si besoin plus en détail. Donc, concernant les subventions qui sont allouées sur le projet Innovi, donc on a, comme certains d'entre vous ont pu le voir, on a fait un premier appel à projet donc de 3,5 millions qui est sorti en décembre dernier, qui visait beaucoup d'objectifs, à savoir le renforcement des programmes d'accompagnement, le renforcement des acteurs du financement, le renforcement de la culture entrepreneuriale, le renforcement des partenariats entre les écosystèmes tunisiens et internationaux. L'ensemble de ces objectifs a été couvert dans le premier appel, qui était donc beaucoup plus vaste que celui qu'on vous propose aujourd'hui en termes de cibles. Et il visait tous les incubateurs, accélérateurs, fonds d'investissement, acteurs du financement, EPNA également, organismes de formation et secteur privé dans son ensemble. Comme pour ce deuxième appel, nous avons fait un appel ouvert, donc la procédure s'est tenue sur quasiment 1 an maintenant, parce que ça va bien, enfin 8 mois. Donc c'est un peu le même process que nous relançons aujourd'hui avec ce deuxième appel à projet. La cible du deuxième appel à projet se trouve donc un peu plus précise que celle du premier et vise cette fois-ci les acteurs permettant, donc par acteur, je parle des acteurs de l'écosystème que j'avais cités tout à l'heure, et nous visons plus spécifiquement tous les acteurs qui peuvent contribuer au développement du secteur privé dans sa composante technologique
scientifiques et industrielles innovantes. Donc on a resserré le scope par rapport au premier appel à projet, qui était sur l'innovation en général, donc au sens le plus large de sa définition, innovation de procédés, produits et méthodologies, pour se concentrer sur l'innovation technologique, donc tout ce qui peut permettre à des entreprises à forte valeur ajoutée de se développer et avec un fort potentiel de passage à l'échelle, de se développer en Tunisie. Donc nous avons de fait plutôt exclu de ce deuxième appel à projet les programmes d'accompagnement qui viseraient plutôt des TPE, PME et entreprises classiques. Donc ce programme, pour résumer, s'adresse à des structures d'accompagnement qui vont accompagner des startups, des PME technologiques et éventuellement, on n'exclut pas les grandes entreprises qui voudraient lancer leur propre programme de soutien à l'innovation au travers du développement de startups par exemple. En termes de filières, cela revient à viser la plupart des filières technologiques de la Tunisie. On en a cité quelques-unes dans les lignes directrices, IT, e-commerce, FinTech, HealthTech, AgriTech, mais c'est une liste non restrictive. De même, cet appel vise aussi à favoriser le développement des entreprises qui utilisent les nouvelles technologies comme moteur de croissance. Donc là aussi, on a cité Deep Tech, intelligence artificielle, blockchain. De la même façon, ce n'est pas restrictif. On se concentrera sur deux objectifs dans cet appel à projet. Donc là-dessus, nous avons exactement repris évidemment les termes des lignes directrices qu'il vous revient ensuite de transformer donc en propositions. Il y a donc deux axes qui ont été retenus, qui font écho aux demandes également de nos structures publiques partenaires. La première, c'est le renforcement des programmes d'accompagnement qui visent toutes les filières de la tech tunisienne. Donc comme je viens de le dire, on vise des filières tech, on vise des programmes d'accompagnement qui vont permettre le développement des startups, et on vise également les connexions entre les différents acteurs de l'écosystème, notamment du secteur privé, start-up, grands groupes, PME technologiques, etc. Tout comme dans le premier appel à projet, cet appel permet de maintenir une dimension de développement des outils de financement vers les start-up. Et donc vous êtes autorisé dans le présent appel à projet à faire du soutien financier à des tiers et donc à utiliser une partie de la subvention pour financer des entreprises que vous accompagnez. Le deuxième objectif qui a été très peu traité lors du premier appel à projet visera le renforcement des partenariats et des connexions entre les écosystèmes de l'innovation tunisiens et internationaux. On a mis évidemment un focus sur les écosystèmes européens, méditerranéens et africains, mais ce n'est pas restrictif. Et l'ensemble de ces connexions peut passer par les formes que vous nous proposerez, et ce n'est donc réseau, partenariat économique, etc. Ce n'est pas restrictif non plus. À l'intérieur de ces connexions, tout ce qui pourra viser le rapprochement entre les investisseurs et les entreprises de la tech tunisienne sera valorisé également. Et d'un point de vue global, tout ce qui pourra contribuer à l'attractivité du pays à l'international. Excusez-moi, c'est un peu oppressant. Donc nous avons une enveloppe de 1 million d'euros qui est dédiée à ce présent appel à projet, avec des tickets minimum de 75 000 euros et maximum de 150 000 euros. Un cofinancement exigé à hauteur minimum de 10%. Donc nous finançons au minimum 50% de l'action que vous proposez, au maximum 90% de l'action proposée si vous êtes exclusivement en consortium tunisien. Si vous incluez dans votre consortium en tant que co-demandeur une partie internationale, dans ces cas-là, le cofinancement exigé est de minimum 25%. Je pourrais apporter plus d'éclairage si cette question pose question.
pose problème. Sur les critères d'éligibilité, ils ont été revus, ils sont plus faciles que sur le premier appel à projet au vu des montants qui sont plus faibles. Donc tout d'abord, être une personne morale, ça c'est évidemment la base, être sans but lucratif ou ayant conscience qu'aucune marge de profit ne peut être faite sur la subvention. C'est-à-dire qu'une subvention ne peut pas vous être donnée pour une action visant à générer du profit pour votre entreprise. Donc, vous devez prouver si vous êtes une entreprise, si vous générez du bénéfice dans votre activité habituelle, que les actions entreprises avec les fonds de la subvention ne vous permettront pas de générer du profit. Ensuite, les catégories d'éligibilité sont assez larges en termes de statut, donc tout ce qui est organisation non gouvernementale, association, entreprise, EPNA, opérateur du secteur public, étant établi en Tunisie et étant directement en charge de la mise en place de la subvention. Donc nous n'acceptons pas des intermédiaires qui ne mettraient pas en place directement la subvention. Et par ailleurs, ne pas être attributaire d'une subvention sur le premier appel à projet d'Innovi, ce qui est assez simple à vérifier. Les co-demandeurs ne peuvent pas déroger aux critères des demandeurs, sauf sur un seul, qui est le fait de pouvoir être établi à l'étranger. Donc si vous voulez vous associer avec une organisation étrangère dans cet appel à projet, il faudra le faire seulement en position de co-demandeur. Les autres types de structures partenaires que vous pouvez amener avec vous dans vos consortiums peuvent être des associés, des contractants. Des associés ne bénéficient pas de la subvention, c'est-à-dire c'est des personnes que vous faites travailler avec vous, mais qui ne sont pas bénéficiaires des fonds, donc qui ne peuvent pas faire financer leurs actions par la subvention. Les contractants, donc les personnes que vous recrutez, que vous, par des marchés ou par des contrats de travail, sont des personnes qui sont soumises aux règles des marchés publics, qui sont imposées dans le cadre de la subvention, et donc ne sont bénéficiaires de la subvention qu'à travers vous. Les actions éligibles à la subvention donc sont un nombre important de types d'activités. On vous en a listé plusieurs dans les lignes directrices. Donc on a parlé du développement des programmes d'accompagnement, de la formation, de la communication, du plaidoyer, des séminaires, pour autant qu'ils se situent dans un programme de travail complet et cohérent, les actions de visibilité, le développement de partenariats, création de matériel numérique. Tout ce type d'activités sont éligibles du moment qu'ils contribuent aux objectifs de l'action et à la cohérence des actions globales que vous nous proposez, autour des objectifs évidemment déjà présentés. La durée des projets devra se situer entre 12 et 18 mois, ce qui représente des actions assez courtes, et donc on vous met en garde sur le fait que 12 mois c'est très court et que donc il faut vraiment travailler les chronogrammes le mieux possible pour être sûr que vous puissiez réaliser les activités que vous nous proposez dans cette timeline, d'autant plus avec la crise. Pour contribuer à renforcer le financement des entreprises, comme je vous disais, on permet le soutien financier à des tiers, c'est-à-dire la partie de la subvention que vous redonnez derrière en subvention ou sous autres formes de financement, soit des entreprises, soit d'autres associations par exemple. Ce soutien financier à des tiers peut aller jusqu'à 100 000 € et 10 000 € maximum par tiers. C'est-à-dire que vous pouvez redistribuer 10 000 € par tiers à partir de la subvention que vous nous demandez. À chaque fois que vous proposez du soutien financier à des tiers, nous devons comprendre pour qui, pourquoi, comment, sous quel processus d'attribution, et tout cela doit être précisé dans votre proposition. Le document de ligne directrice est en ligne. Donc, comme vous avez pu le voir, cette fois-ci, nous avons fait un appel en 2 étapes. Pour ceux qui avaient déjà postulé au premier, c'est la principale différence.
Sur ce volet, donc, nous allons vous demander de faire en 2 fois une note succincte puis une demande complète. Alors pour ceux qui ont déjà postulé au premier, on avait demandé une demande complète et l'ensemble des documents du premier coup. Ce qui fait que nous allons faire une sélection à l'issue de la note succincte et que nous ne demanderons les demandes complètes qu'à ceux qui ont passé une première évaluation. Donc sur le process, les notes succinctes sont à remettre jusqu'au 27 septembre. L'ensemble des questions sont à nous adresser avant le 7 septembre, donc dans 3 jours, par écrit, en plus de celles que vous pouvez nous poser aujourd'hui. Si on répondait de façon partielle ou que vous ne pouviez pas nous poser toutes vos questions aujourd'hui. Et donc seuls les projets sélectionnés seront ensuite appelés pour déposer une demande complète, a priori autour du mois de novembre de cette année. Bien sûr. La soumission des demandes complètes sera vers janvier 2021 et l'attribution peut être envisagée à partir d'avril-mai 2021 en fonction des négociations des contrats. L'ensemble des éléments sont sur notre site internet, donc comme vous avez pu le voir, les lignes directrices sont à télécharger, donc il y a un formulaire de soumission à remplir pour pouvoir récupérer les lignes directrices complètes, puisque celles qui sont en ligne sur notre site web sont un extrait de ces lignes directrices. Donc on vous encourage à remplir le formulaire de soumission, l'envoyer, et vous téléchargez ainsi les lignes directrices complètes, à savoir que quand vous allez devoir soumettre votre note conceptuelle dont le format vous est envoyé par mail, une fois que vous remplissez ce formulaire, le 27 septembre, cela doit se faire en ligne sur notre site internet, avant minuit. Et quand je dis avant minuit, c'est vraiment minuit 00. Et pour vous prévenir, il y a un formulaire à remplir à ce moment-là. Donc on vous conseille très fortement de ne pas commencer à le remplir à 23h58, puisque sinon vous allez le finir à minuit 04 et que donc votre proposition sera supprimée tout simplement puisque nous n'avons pas le droit d'en prendre à la seconde près. On a essayé de faire vite, de présenter seulement les principaux éléments. L'ensemble évidemment des détails sont dans les lignes directrices. On va maintenant vous passer la parole pour des questions. On a 45 minutes de questions au moins possibles. Donc la parole est à ceux qui la demandent. Bonjour, j'ai une petite question. Est-ce que les écoles d'ingénieurs publics ou privés sont éligibles à ce programme? Oui, tout à fait. Leur statut leur permet d'être éligibles. Après, l'action devra elle aussi être éligible. Bonjour à tous. Mon question concerne l'ancienneté du demandeur. Par exemple, entre société entre deux sociétés, deux grandes sociétés ou deux grands établissements. C'est depuis 2001 qu'on a déposé la fois passée, mais on a réussi à terminer que votre société la fusion, mais il n'y a pas unanimement. Donc ils ont refusé ça. Mais oui, j'ai compris. Les deux sociétés, c'est la plus ancienne de ça. Ouais. J'ai bien compris. Alors cette fois-ci, pour cet appel à projet, on a retiré la condition d'un an d'existence pour les structures qui veulent se positionner. Donc il n'y a plus de problème d'un an d'existence légale de la structure. Merci. Oui, répète. Voilà. Bonjour, merci pour la présentation. Donc, je vous posais la question par rapport à l'éligibilité des coûts. Donc, quels sont les coûts éligibles, les coûts directs et indirects? Merci beaucoup. Alors,
les coûts sont éligibles, sauf ceux qui ne sont pas éligibles, évidemment. Alors les coûts qui ne sont pas éligibles, c'est par exemple les dettes, l'achat d'immeubles, etc. Mais dans l'idée, tous les coûts qui contribuent à réaliser l'activité que vous portez dans votre programme sont éligibles. Oui. Donc, par exemple, si l'activité inclut la mise en place de locaux, etc., et que l'équipement pour la mise en place de ces locaux-là, qui vont contribuer à l'objectif de l'action, ils sont éligibles. L'aménagement de locaux est éligible si elle est nécessaire à l'action que vous allez mener. Merci beaucoup. Pour rappel, le budget ne sera traité que dans la deuxième phase, donc là vous anticipez. Bonjour et merci pour la présentation, elle était très complète. Ma question porte sur les composantes du projet. Si on va créer une structure qui serait porteuse d'accompagnement pour les PME, est-ce que les activités de recours à l'étude pour le business modeling et tout ce qui est définition des ressources humaines nécessaires, etc., cette partie étude, est-ce qu'elle peut faire partie des coûts couverts ou bien est-ce qu'elle doit être un préalable qui est établi par la structure qui soumet? Je ne sais pas si c'est clair. Non, c'est très clair. Donc, l'important, c'est que votre projet contribue à réaliser les objectifs que nous, on vous a présentés. Donc, si votre objectif, c'est de créer une nouvelle structure, d'abord, il faut que vous ayez une structure porteuse qui soit capable de mener ce projet. Et ensuite, tous les coûts afférents à cette création de structure peuvent être des coûts éligibles. Pour autant que vous nous montrez qu'il y a un impact fort de la nouvelle création de cette structure et que cette structure ne sera pas bénéficiaire de la subvention puisqu'elle n'est pas éligible. Bonjour à tous, merci pour la présentation. Je me présente, Inès Benataya, Programme Builder à Tunisie. Ma question justement est relative aux coûts. Je tiens à reposer la question, est-ce que les coûts en termes de jours sont compris? Voilà, sinon j'ai une autre question relative au deadline. J'ai bien entendu le deadline de 7. Est-ce que c'est pour la soumission de la note succincte ou ou juste pour la réception des questions ou quoi, le 7 septembre. C'est relatif à quel deadline? D'accord, merci. Alors, pour votre première question, donc le personnel, les coûts personnels en tout cas sont évidemment éligibles en fonction des fiches de poste et de leur utilité dans la mise en œuvre de l'action, évidemment, et au prorata de leur contribution à l'action. Donc des jours, c'est évidemment envisageable. Voilà. Concernant la deuxième question, le 7 septembre, c'est la deadline pour poser vos questions, en fait. Et le 27 septembre, c'est la deadline pour soumettre le formulaire de notre soutien. Merci beaucoup. Et nous, on essaiera de vous répondre assez rapidement. C'est pour ça qu'on clôt les questions le 7 septembre. Comme ça, on attend de vous apporter les réponses pour que vous puissiez vous appuyer sur les réponses pour poster. Voilà. Merci pour la présentation. Vous avez mentionné qu'il y a un pourcentage que l'organisme va prendre en charge. Est-ce que cela pourra être un jour ou pas? Est-ce que cela pourra être des charges en un jour ou bien cela doit être en matière financière? En horaire de consultant plutôt. Les cofinancements sont des coûts encourus par notre structure qui contribuent à l'action et ne peuvent être que des coûts réels et non des coûts valorisés, par exemple les coûts en vente. Ça, c'est comme si vous ne pouvez utiliser que la part réelle encourue par votre entreprise comme cofinancement. Et les cofinancements sur la nature, les cofinancements peuvent être apportés soit par l'entreprise qui postule, par l'organisation qui postule, soit par un autre bailleur de fonds ou un contributeur externe. L'important
j'étais membre de Tunisien Référence, un mouvement d'intérêt économique dans le secteur de la santé en Tunisie. Je vous remercie déjà pour la présentation. J'ai deux questions. Est-ce que les groupements d'intérêt économique sont éligibles, les GIE, et c'est une sorte de consortium en fait, d'entreprises privées? Et deuxième question, vu que la réponse va être donnée entre le mois de mars et le mois d'avril, alors est-ce que ça suppose que les projets devraient commencer à être mis en place après le mois d'avril, ou est-ce qu'on peut déposer des projets par exemple qui commencent au mois de janvier ou au mois de novembre 2020? Merci. Alors, pour votre première question sur les GIE, c'est vrai qu'on n'a pas envisagé dans nos lignes directrices. Mais en même temps, pour moi, ça rentrerait. Oui, moi aussi. A priori, pour nous, c'est éligible. Si vraiment il y avait une contre-indication, on l'indiquera directement dans notre fac. Pour votre deuxième question, et évidemment, si le contrat, les contrats seront signés, donc on a dit a priori en avril. Oui, non, on ne fera pas une action, on ne commencera pas à financer une action qui aura débuté en janvier. L'action débutera après la signature du contrat. Bonjour à vous tous. Ma question est, est-ce qu'une structure d'accompagnement peut postuler toute seule à cette demande de subvention sans faire recours à des partenariats ou bien à un partenariat? C'est-à-dire, est-ce que par exemple l'expertise peut être prise en considération dans le cadre de la partie contractuelle? C'est-à-dire un seul partenaire et tout ce qui est expert, c'est la partie sous-traitance. Oui, tout à fait. Vous pouvez avoir un seul demandeur principal et la partie. Oui, oui. Oui, oui, de ce que j'ai compris, oui. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, je voulais juste demander par rapport au cofinancement, ils sont à hauteur de 25%, c'est ça? Oui, ça c'est si vous êtes, si vous positionnez une structure étrangère dans votre demande. Sinon, ça peut être 90% de subvention et 10% de cofinancement. Okay, donc une structure étrangère, par exemple une ONG internationale, peut être un co-demandeur. Exactement. Et à ce moment-là, vous ne pouvez demander que 75% de votre budget. Merci. Bonjour. J'aimerais bien savoir si, par exemple, nous, comme EMINA, nous postulons comme demandeur principal et d'autre part, il y a un autre demandeur qui nous sollicite pour être partenaire dans un projet dont Innovi. Est-ce que c'est possible? Alors, vous n'avez le droit d'être positionné que sur un seul dossier, que ce soit en tant que demandeur ou co-demandeur, c'est une seule apparition de votre structure dans les candidatures. Si on voit deux fois votre nom dans les candidatures, les deux dossiers seront malheureusement exclus de la procédure. Bonjour, je suis Malouajan du groupe Tenet. Donc j'ai deux questions par rapport aux partenaires. Donc, la première question, c'est quoi le niveau d'engagement demandé par les associés non financés? Et la deuxième question, est-ce que les organismes étrangers pourront être des contractants? Alors pour la deuxième question, oui. De toute façon, ils respecteront des procédures d'achat. Donc oui, s'ils sont sélectionnés, il n'y a pas de contre-indication. Et sur la première question, j'ai bien fait. Juste sur les contractants, il faut que vous ayez en tête que ça nécessite des mises en concurrence en fonction de seuil. Donc, si vous avez un contractant en tête déjà identifié, là, vous devez réfléchir à si vous voulez être positionné en tant que co-demandeur ou non, sinon vous devrez ouvrir à la concurrence ce poste de contractant. Et la deuxième question, je crois. Et la première question, s'il vous plaît? Il n'y a aucun niveau d'engagement prédéfini, c'est à vous de fixer et de nous proposer ce niveau d'engagement.
merci pour votre présentation. Je me présente, je suis Luis Ariaï, je suis le manager de Wikistarter. Donc, j'aurais une question par rapport au dossier, au premier appel à candidature en fait. Est-ce que si on dépose maintenant, on pourrait avoir droit à un feedback par rapport au dossier technique qu'on a déposé pour le premier appel à candidature? Pour voir ce qui n'allait pas, etc. En fait, il y a un principe d'égalité des chances en termes de candidature. Donc non. Désolée, franchement. Bonjour. Je voulais savoir si le projet, c'est la création d'une structure d'accompagnement, par exemple, qui vise les objectifs Innovi. C'est bon. Donc, si le projet, c'est la création, par exemple, d'une structure d'accompagnement dont l'objectif, c'est les objectifs que vous venez de citer, est-ce que cette structure bénéficiera de la subvention en termes d'équipement, loyer, etc. Non, si ce n'est pas une structure qui est déjà existante, elle n'a pas le droit de bénéficier de la subvention puisqu'elle ne sera pas éligible, puisqu'elle est non existante. Alors, bonjour, c'est Danielle de BB Carthage Business Angels. En fait, je voudrais bien me renseigner sur ce point. Est-ce que plutôt peut-on postuler avec un programme avec lequel on a déjà levé une subvention dans des éditions précédentes, précisément? Oui, bien sûr. Merci. Vous pouvez utiliser, si vous avez d'autres fonds en cours, par exemple, vous pouvez utiliser ces fonds comme cofinancement sur votre demande de subvention, par exemple. Oui, merci. Ah oui, bien sûr. Comme référence aussi. Est-ce que quelqu'un a encore une interrogation, un questionnement sur... Voilà. Bonjour. J'ai deux questions. Une, c'est sur les coûts des jours. Est-ce qu'il y a un barème que vous appliquez? Et deuxièmement, on parle d'innovation et notamment pour la note succincte. Quels sont les garde-fous de confidentialité au niveau de votre comité pour évaluer et suivre ces dossiers? Alors, pour votre première question, non, il n'y a pas de barème proprement dit sur un jour homme, mais il y a un benchmarking sur ce qui se fait sur le marché. Voilà, on ne va pas payer un expert 500 € pour le plaisir de le faire. Je ne sais pas comment dire autrement. Et la deuxième question, c'était quoi? Sur la confidentialité. Ah, sur la confidentialité, oui, alors, en termes d'évaluation, évidemment, nos évaluateurs externes signent un contrat de confidentialité et n'ont pas le droit de partager les informations, ni les noms des candidats, ni leurs projets, ni quoi que ce soit. Et nous, évidemment, dans le cadre, parce que nous évaluons également, évidemment, dans le cadre de notre travail, nous sommes tenus à la confidentialité des données que nous recevons. Merci, bonjour à tous. Je me présente, je suis Marie Bahouez, présidente de l'association des jeunes chercheurs à l'Institut Pasteur de Tunis. Ma première question, est-ce que les centres de recherche sont éligibles? La deuxième, concernant les associations, est-ce que l'ancienneté de l'association
figurent dans les critères d'éligibilité. Aussi, concernant donc, les partis internationaux, est-ce que si on a un partenaire international, est-ce qu'il doit être un co-demandeur ou il peut être juste un partenaire? La dernière chose, donc, j'ai oublié les dernières questions. Je vais commencer à vous Oui, la dernière, pardon. Concernant les demandeurs, est-ce qu'il y a un nombre limite de demandeurs? Est-ce qu'il faut qu'il soit un seul demandeur, 2 ou 3, disons, demandeurs? Voilà, merci. Alors la condition de l'ancienneté, comme je l'ai dit, n'existe plus. Il faut juste que la structure soit déjà existante pour pouvoir soumettre. Les centres de recherche sont éligibles en fonction du statut qui les établit. La troisième question était sur le nombre de co-demandeurs. Il n'y a aucun souci. Après, pour un co-demandeur étranger, en fait, il faut le mettre en co-demandeur si il va devoir bénéficier de la subvention. S'il n'y a aucun intérêt à ce qu'il bénéficie de la subvention pour mener ses activités, il peut rester en tant qu'associé. Voilà. La différence, c'est qu'il bénéficiera ou non des fonds. Bonjour. Donc, ma question concerne les entreprises. En fait. Si j'ai bien compris, pour le cas particulier des entreprises, ils ne peuvent pas proposer des actions qui peuvent avoir un impact financier. Donc, ce n'est pas des actions pour lesquelles ils vont mettre de l'argent. Et en plus, pour le cas des entreprises et tous les autres acteurs, ils doivent participer avec 10% au moins du coût du projet. Ma question peut paraître un peu stupide, avec moi. Quel est l'intérêt d'une entreprise qui, en général, son objectif, c'est un objectif lucratif? L'entreprise est là pour gagner de l'argent, donc elle va participer à un projet. Non seulement elle n'aurait pas pouvoir lancer des actions sans but lucratif, mais en plus, elle va dépenser 10% du coût du projet. Pourquoi elle le ferait? Alors, il n'y a pas de question stupide, c'est la première chose. Effectivement, la subvention, les fonds qui sont débloqués ne peuvent pas servir à produire un profit direct, mais évidemment, une entreprise privée qui est destinée à faire du lucratif et à dégager du profit tirera tout intérêt d'obtenir des fonds qui finalement vont lui permettre de mener une action qui, elle, peut être pérenne au-delà de la subvention. Ça peut lui permettre de mettre en place, je ne sais pas, un programme de recrutement, par exemple, de start-up qui pourront l'aider. Enfin, je ne sais pas comment me formuler, mais évidemment qu'il y a tout à y gagner pour une entreprise privée. Enfin, de mon côté, ce que j'en vois. Ouais, surtout, par entreprise privée, on parle de statut juridique. On ne parle pas du fait que ça soit une entreprise dans une filière X ou Y. Non, mais par exemple, dans le cadre des grandes entreprises. Oui, dans le cadre des grandes entreprises, nous, notre objectif, c'est d'arriver à des résultats pour la Tunisie. Après, si vous voulez y contribuer, y participer, vous pouvez. Si vous, c'est une contrainte pour vous de recevoir une subvention, on ne vous conseille pas de postuler. Oui, voilà, je pense qu'une subvention, c'est dans l'intérêt public avant tout. Mais moi, je pense qu'effectivement, ça matche aussi parce que forcément que l'entreprise privée gagnera en visibilité, gagnera, et même en compétences, elle aura développé une autre sorte de programme, une autre sorte d'action qui pourront évidemment l'enrichir en termes de compétences et en termes de projection pour l'avenir. Pour que ce soit clair, ça peut rentrer dans la stratégie d'engagement sociétal de l'entreprise. Oui, bien sûr. Merci. Excusez-moi, une autre question. Concernant les contractants, quelles sont les principales conditions pour les contractants au cours du projet? En termes de nombre, en termes de la période et tout. Okay. On va publier, parce qu'on a eu plusieurs fois cette question, c'est une annexe qu'on publie généralement qu'en deuxième étape, et on va publier les règles de marché public qui seront attenantes à la subvention afin que vous puissiez avoir
les critères de seuil, notamment pour les contractants en fourniture, services, travaux, etc. On a parlé aussi d'engagement. Et les actes d'engagement sont des contrats que vous devez fixer entre votre structure et ces contractants-là. L'ensemble de ces process doivent être documentés et répondre à un cahier des charges qui est quand même assez précis. Non, on le publiera. C'est après même le contrat même. C'est après le contrat, oui. Ah oui, bien sûr. Votre relation avec le contractant s'établira après la signature du contrat de subvention entre nous. Ah oui, bien sûr. Je n'avais pas compris ça. Mais on va effectivement publier les règles d'achat qui régissent tous les achats pendant le contrat de subvention. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présentation. Je voulais savoir si les organismes de formation sont éligibles, c'est-à-dire les organismes de formation et d'accompagnement de mise à niveau des sociétés sont-elles plutôt éligibles à ce programme? Merci. Toutes les structures sont éligibles du moment que vous répondez aux critères administratifs. Donc si vous avez un statut soit d'association, d'entreprise publique, d'ELNA, vous êtes éligible à cette subvention. Donc vous avez un statut, j'imagine, d'entreprise. Après, c'est l'action. Voilà, donc vous êtes éligible. Après, évidemment, l'action et le programme que vous présentez doivent rester éligibles par rapport aux lignes directrices. Est-ce que quelqu'un veut encore intervenir pour la dernière question? Merci beaucoup. Donc, je vous remercie pour la présentation. En fait, j'ai 3 petites questions. Moins une question. Donc, combien de projets seront retenus pour la première phase et pour la deuxième phase? Deuxième question, c'est une question de développement régional. Donc, je suis Dr Guillaume, je suis président de l'association ROF pour le développement dans la région de Sidi-Bouzid. Donc, nous savons tous que 95% du financement de la société civile se trouve ici à Tunis et 5% dans toute la Tunisie, donc les 23 gouvernements. Donc, y a-t-il une démarche ou une méthodologie qui permet une certaine équité dans le financement des associations dans la région interne, sachant qu'il y a un certain besoin de développement de compétences et de savoir l'opportunité. Aujourd'hui, j'ai passé 400 km pour venir juste pour 1 heure, donc il y a beaucoup d'efforts qui font les associations pour avoir le minimum d'opportunités. Sachant aussi que l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation ici à Tunis, la capitale, représente 515 parties, à peu près 515, et ainsi que par exemple 9 parties uniquement dans l'écosystème entrepreneurial et de l'innovation. Donc il faut un peu d'effort. Troisième question. Donc nous sommes en train d'exécuter un projet dans le développement de l'entrepreneuriat et de l'innovation, mais nous sommes juste dans la partie de sensibilisation, etc. Donc est-ce que le projet peut être possible comme l'autofinancement pour un grand projet qui peut toucher le financement dans les entreprises, etc. Est-ce que c'est clair, c'est clair. Merci. Alors pour votre première question, donc le nombre de structures, on ne l'a pas préétabli, mais on sait que le nombre de projets qu'on va sélectionner correspondra à 200% de notre enveloppe. C'est-à-dire qu'on a prévu 1 million et que nous, en candidature de note succincte, on prendra des projets qui représentent 2 millions d'euros. Ça, c'est la première question. Concernant effectivement l'écosystème tunisien autour de l'entrepreneuriat innovant, on
avait fait une cartographie de ce qui existe en Tunisie et effectivement on avait noté cette disparité régionale très très marquée et très contraignante pour les régions. Et ça a été notre premier appel à projet à viser, il y avait un objectif qui était dédié à la dissémination de programmes dans les régions. Et c'était un objectif qui était valorisé dans l'évaluation. Et effectivement, dans les projets qu'on a sélectionnés, ils ont à 80... combien de pourcents ? Plus de 80% en tout cas, ils touchaient les régions, et c'est-à-dire pas que leur action allait dans les régions, mais qu'ils réalisaient des actions dans les régions avec des partenaires ou des choses comme ça. Donc voilà, là malheureusement, enfin malheureusement, pas d'ailleurs, dans ce deuxième appel à projet, on n'a pas de valorisation justement de cette présence dans les régions, etc. Pour cet appel à projet, ça ne sera pas spécialement valorisé. Mais ça ne veut pas dire qu'un le projet pourra être sélectionné même à Sidi Bouzid. Voilà. Mais il ne sera pas valorisé parce qu'il vient de Sidi Bouzid. Et la dernière question était oui. Donc, bonjour. Je finis de répondre à monsieur. Ouais. Sur le oui, évidemment, si vous avez déjà un programme en cours, il pourra très bien s'inscrire en cofinancement d'une nouvelle action que vous voulez soumettre et nous proposer. Ouais. J'espère que vous avez bien répondu. Madame ? Bonjour, merci pour cette présentation qui était claire. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut être partenaire dans plusieurs projets à la fois ? Non, donc là je le répète vraiment, le nom de votre structure ne doit apparaître qu'une seule fois, dans un seul dossier. En tant que partenaire ou bien demandeur ou co-demandeur ? En tant que demandeur ou co-demandeur, vous n'apparaissez qu'une seule fois dans les dossiers. On va avoir un beau tableau Excel qui va nous dire tout de suite si vous apparaissez plusieurs fois. Et c'est la même situation en tant que partenaire ? Oui. On ne doit apparaître qu'une seule fois. Oui. Merci beaucoup. Oui. Rebonjour. Donc c'est juste pour rebondir sur la question de madame. Donc si jamais on est mis dans un autre dossier sans le savoir, est-ce qu'on... Vous ne pourrez pas jouer sans le savoir parce que vous devez signer en tant que... Si vous êtes co-demandeur, vous devez signer. Merci beaucoup. Bonjour. En fait, j'ai une question à propos de la procédure d'évaluation et la sélection des projets qui vont être retenus. Vous avez parlé de, disons, un nombre de projets qui va atteindre le budget consacré. Donc, concernant quels sont les critères de classement de ce projet? Car, juste une seconde, on a soumis un projet dans ce cadre. Du coup, donc, on a reçu une attestation où, soi-disant, comment la classification ou l'évaluation a été faite n'était pas claire. Donc, s'il vous plaît, est-ce que le score d'évaluation de ce projet, comment vous le faites? Surtout qu'on a reçu une note, pour moi, sans clarification. Merci. Alors, les grilles d'évaluation qui nous permettent de donner une notation aux candidatures que l'on reçoit sont présentes dans les lignes directrices. Même dans le premier appel à projet, elles apparaissaient. Et nous, en fait, on va être à chaque fois 2 personnes pour évaluer un dossier séparément. On va l'évaluer sur les critères qui apparaissent dans les lignes directrices avec le tableau. Il y a un critère les premières pertinences sont la pertinence et la conception d'action. On va mettre une notation. On va mettre un score sur, je ne vais pas dire de bêtises. Non. Non, mais il y a que... Non, pour les notes succinctes, dans la première phase, voilà, la première phase, le score est sur 50. La note succincte est évaluée sur 50. Et en fait, selon votre classement, nous on va prendre le premier, le deuxième, jusqu'à ce qu'on arrive à l'épuisement de nos 200% de notre enveloppe.
Voilà. Donc après, effectivement, vous pouvez avoir une très bonne note, mais s'il y a encore des projets... Oui, c'est juste, on a eu une note, mais le score global, il n'est pas... Le score global, bah si, vous l'avez eu normalement dans votre réponse. C'est juste la note. Pour cela, les critères d'évaluation ne sont pas réels. En tout cas, ils apparaissent dans les lignes directrices. Hein, donc, Bon, j'espère qu'on a répondu à tous vos questionnements et que cet appel à projet est plus clair sur la façon de candidater. N'hésitez pas à revenir vers nous jusqu'au 7 septembre, par écrit, on pourra toujours vous répondre. Enfin, on ne vous répondra pas directement, on répondra à travers notre organisation. Donc voilà, on vous attend, on attend vos candidatures avec beaucoup de plaisir avant le 27 septembre à midi. Bon courage à tous. Bon, alors... On n'a pas pris les questions Facebook. Hein? On n'a pas pris les questions Facebook. Ah, on n'a pas pris les questions Facebook. Elle m'a pas fait signe, je la guettais, mais elle m'a pas fait signe. Voilà. Bonjour. Bonjour. On est la radio Express FM. Ah, ça c'est